Imaginez le scénario suivant. Nous sommes en 2100, de vastes régions du monde ne sont plus habitables. Des centaines de millions de terriens ont fui les effets du changement climatique. Prenez le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord par exemple. D'ici la moitié du 21e siècle, le nombre de jours par an à plus de 50 degrés Celsius va doubler. Ajoutez les tempêtes de sable, la pollution de l'air, des conditions de vie intolérables pour 500 millions de personnes. Alors si notre planète ne peut plus nous permettre de vivre, peut-être notre avenir est-il ailleurs. Pour qu'une planète puisse nous accueillir, elle doit cocher 3 cases. 1. Se trouver à une distance raisonnable de son étoile, comme nous du Soleil, pour n'être ni trop chaude ni trop froide. 2. Elle doit être faite de roches. Uranus, Jupiter et Saturne, par exemple, sont faites de gaz et donc pas du tout habitables. 3. Être entourée d'une atmosphère protectrice, dioxyde de carbone et autres gaz. Ajoutez bien sûr l'eau et l'oxygène. Et justement, les scientifiques ont récemment découvert des planètes qui pourraient potentiellement nous accueillir. 7 pour être précise. Elles tournent autour d'une étoile naine, TRAPPIST 1, comme notre Soleil, à seulement 39 années-lumière de nous, la galaxie la plus proche de la Terre. Pour une de ces planètes, nos mesures sont assez précises pour suggérer la présence d'eau, ce qui est très excitant parce que cette planète est dans la zone habitable. 3 de ces planètes seraient en réalité habitables, mais pas forcément hospitalières. Une moitié de chacune d'entre elles connaît un jour perpétuel, tandis que l'autre reste plongée pour toujours dans l'obscurité. En tout, la NASA a confirmé l'existence de 3500 exoplanètes, c'est-à-dire des planètes en dehors de notre système solaire. Certaines renferment peut-être des micro-organismes et pourraient être adaptées aux humains, mais toutes sont très loin. Et aujourd'hui, nous n'avons en tout cas pas la technologie nécessaire pour les atteindre et donc constater par nous-mêmes. Et puis après tout, nous avons plus près, bien plus près, Mars, la planète rouge. The Mars Society, une initiative privée, se prépare à installer des gens sur la planète rouge d'ici une décennie. Des simulations ont déjà lieu dans le désert américain et dans l'Antarctique. C'est tout l'art de la mission analogue, hein. C'est essayer de recréer cet environnement martien dans un environnement qui n'est pas martien. Mais aussi, ça nous permet un peu de voir quels sont les procédés qui pourraient être plus difficiles. Par exemple, ne serait-ce que collecter des échantillons. Si on le fait sans scaphandre, c'est très simple, mais avec un scaphandre, c'est un peu plus compliqué. C'est aussi le fantasme d'un homme, Elon Musk, le patron multimilliardaire de Tesla, dont l'ambition ne s'arrête décidément pas aux voitures électriques. Il veut créer une colonie sur Mars. Son programme, SpaceX, va vendre les premiers vols habités sans billet retour dès 2024. Chaque navette emmènera une centaine de personnes, un aller simple qu'Elon Musk espère vendre 100 000 $ selon les projections sans doute assez optimistes. On peut apporter la vie telle que nous la connaissons sur Mars, où elle n'existe pas aujourd'hui, et nous assurer que si un cataclysme se produit sur Terre, la vie comme nous la connaissons continuera à exister. Mars, c'est le grand rêve américain, celui de la NASA. Le président américain Donald Trump poursuit le but de Barack Obama d'y envoyer des humains d'ici 2030. Voilà pourquoi ces hommes et ces femmes se préparent. À Hawaï, 6 d'entre eux sont entrés dans le dôme d'un volcan en janvier 2017. La 5e expérience de ce genre, 8 mois dans des conditions très inhospitalières. Mais pour l'instant, aucune trace des Martiens. Y a quelqu'un ? En 2012, la NASA a confirmé qu'il fut un temps où il y a bien eu de l'eau sur la planète rouge, des océans, des rivières et des lacs qui ont disparu. Aujourd'hui, Mars est une planète froide, ce qui ne refroidit pas les 200 000 volontaires qui sont partants pour être les premiers Martiens. On va rencontrer une femme qui en fait partie. On est resté pendant 4 mois enfermés à 2500 mètres d'altitude et à 1h30 en voiture de la ville la plus proche. Et en fait, on a été les cobayes de la NASA. Pour vivre sur Mars, il y a quelques petites choses qui diffèrent de notre vie sur Terre. Notamment pour sortir, on ne peut pas juste se dire j'ouvre la porte et je vais faire un footing. On doit enfiler une combinaison spatiale. Il y avait aussi la différence dans les communications. Aucune communication directe avec l'extérieur. Et puis donc une autre particularité, c'est qu'on avait des ressources limitées en eau et énergie. En fait, comme on est obligé d'être autosuffisant, donc c'est aussi envisager les choses complètement différemment. Est-ce que la vie sur Mars, vous y croyez ?
Oui, la vie sur Mars en tant que vie en base scientifique, en tout cas dans un premier temps, oui, j'y crois. Ça va prendre encore quelques années parce que toutes les technologies ne sont pas au point pour vivre sur Mars. Mais il y a énormément de recherches dans ce sens et on avance vraiment rapidement tous les ans. Si on continue à ruiner notre planète, vous pensez que Mars c'est un bon plan B ? Je ne pense pas. Vivre sur Mars actuellement, c'est comme vivre donc en Antarctique pendant l'hiver, c'est-à-dire qu'on vit confiné dans des espaces et on ne sort que ponctuellement quand on a vraiment besoin. Donc ça, c'est pas vraiment un plan B par rapport à la planète géniale qu'on a déjà. Donc je pense que l'exploration martienne peut nous servir à mieux comprendre notre Terre et à développer des technologies qui vont nous permettre de mieux vivre sur Terre, plus durablement, mais pas de la remplacer. Alors, est-ce que finalement, après tout ça, on pourrait vraiment vivre sur Mars ? Des étudiants américains du prestigieux MIT ont passé au crible un projet privé de colonisation de la planète rouge, Mars One. Résultat, sans éléments essentiels à la vie, les nouveaux arrivants commenceraient à mourir au bout seulement de 68 jours sur place. Aller voir Mars, ça serait sympa, mais comme dans beaucoup de voyages, le meilleur moment, ça serait peut-être le retour à la maison, sur la planète Terre. L'espace sont rivés sur Mars, mais y a-t-il vraiment une planète B? Et comment pourrait se passer la vie autrement que sur Terre? Rencontre avec l'astronaute américaine Mae Jemison, c'est à suivre. Le but de 100 Year Starship est de nous assurer que les humains auront la capacité de voyager au-delà de notre système solaire. Ce n'est pas pareil que la mise à feu d'une fusée avec tous les systèmes mis en place. La sonde Voyager 1, qui elle est sortie de notre système solaire, se déplace à une vitesse supérieure à 60 000 km/h depuis 1977. Ça lui prendrait 50 à 60 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. Donc vous voyez à quel point cela nous pousse à faire les choses différemment. Notre idée, c'est qu'en cherchant à réaliser quelque chose d'extraordinaire, nous arrivions aussi à créer un monde meilleur aujourd'hui. Alors, pensez-vous qu'il y ait une planète B? Je ne pense pas qu'il y ait une planète B dans l'espace. Et si nous arrivions à aller sur Mars, combien d'entre nous pourraient s'y installer? 500, 1000? Et qui les choisit? Quelle culture emmène-t-on là-bas? Quelle musique? Quelles idées? Quel patrimoine génétique? Quelle société? Nous avons une attitude très cavalière envers la Terre. Mais cette planète fait partie de nous. Quand on y pense, on ne pourrait pas survivre sans elle. Et croit-on vraiment qu'on puisse exploiter tout ce dont on a besoin et puis s'en aller sur une autre planète et créer un autre monde? Si nous avions cette technologie, nous l'utiliserions déjà pour nous détruire les uns les autres, avant même d'essayer de mieux nous comprendre. Nous devons accepter et réaliser que nous sommes avant tout des terriens. La réalité, c'est que cette planète sera le foyer des générations à venir, alors nous devons absolument trouver une solution. Quand j'étais dans l'espace, quand j'ai regardé en bas, vous savez, notre planète est magnifique, elle rayonne. Je pouvais reconnaître la Lune, les étoiles. Elles seront toujours là, la Terre sera toujours là, mais peut-être pas nous. Nous devons comprendre que la Terre n'a pas besoin de nous, mais que nous avons besoin de la Terre. Il faut trouver un moyen de créer des liens, c'est ça notre objectif. Tout ce dont on a besoin pour aller dans un autre système solaire reflète la technologie dont nous avons besoin pour exister sur cette Terre. L'une des choses les plus importantes, c'est le comportement humain, c'est de créer une connexion. Comment nous voyons-nous? Comment nous comportons-nous les uns avec les autres? Une rencontre à retrouver très bientôt dans sa version complète, dans l'entretien de France 24, bien sûr. Alors Guillaume, on se met à rêver d'espace, oui, mais est-ce que ce rêve est à portée de navette? C'est en tout cas extrêmement prometteur, surtout lorsqu'on voit ce qu'a réussi la fusée réutilisable New Shepard, qui a été mise au point par Jeff Bezos, qui a réussi à faire voler de manière extrêmement crédible, prometteuse, une navette de 6 personnes. Ceci dit, on reste sur des vols suborbitaux, c'est-à-dire qu'on reste à moins de 100 km de la Terre, pour réellement trouver une planète tellurique, c'est-à-dire qui ressemble à la Terre, qui est un semblant d'océan et même d'atmosphère, on peut rêver un petit peu, eh bien il va falloir aller loin, très loin, jusqu'à 4,3 années-lumière pour se retrouver chez Proxima
Sigma B9 ou encore beaucoup plus sur Kepler 452b, qui sont les planètes qui ressemblent le plus à la Terre aujourd'hui. On voit bien que dans cette recherche de la planète B, on se demande s'il y a une vie extraterrestre. Et là, il faut s'intéresser aux travaux de l'astronome américain Frank Drake, qui mêle l'exobiologie à l'astrosociologie pour renforcer les travaux du CETI, l'Institut américain de recherche de vie extraterrestre. Tout dépend quelle forme de vie, en l'occurrence, on est censé trouver. Très bien, mais est-ce qu'on pourra vraiment vivre dans l'espace? Eh bien, pour vivre dans l'espace, il va falloir produire et il faut s'intéresser là à une start-up américaine qui s'appelle Made in Space. Made in Space qui a mis au point une imprimante 3D qui va pouvoir produire dans l'espace des objets en plastique, des objets en métal. On peut s'intéresser également à l'exploration des astéroïdes parce que les astéroïdes comporteraient pour certains d'entre eux des matériaux qu'on ne trouve pas sur Terre. Et là, il y a la sonde japonaise Hayabusa 2 qui se rapproche de l'astéroïde Ryuju. On est quand même à une distance de 728 fois ce qui nous sépare aujourd'hui de la Lune. Donc on va suivre tout ça de très près. Et puis enfin, il faut regarder ce qu'a les travaux de la NASA, notamment avec un programme qui s'appelle le programme LADA, qui vise à faire pousser des légumes dans l'espace, et notamment du chou Mizuna, des pois ou des radis. Pour l'instant, c'est très prometteur. Ouais, mais est-ce qu'on peut reproduire les humains dans l'espace? C'est une vraie question parce que pour l'instant, on n'a pas du tout réussi. On a juste réussi à permettre la naissance en fait, de souris grâce à des spermatozoïdes envoyés très loin. C'est l'université de Yamanashi qui a réussi ça. Ceci dit, pour la reproduction humaine, les scientifiques sont très circonspects. La perspective avec Mars One en 2025 laisse peu de chance au fœtus de se développer. Allez, s'il n'y a pas de planète B, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de s'occuper de cette Terre? C'est notamment une critique qu'adresse le scientifique du MIT Andrew McAfee à Elon Musk en lui disant au lieu d'aller voir ailleurs, on pourrait régler les problèmes ici. Ceci dit, la conquête spatiale nous réserve de très bonnes surprises. Il faut savoir que le déploiement des satellites nous a permis de mieux observer et parfois de protéger les tortues. La recherche en microgravité, en fait, qui est extrêmement importante dans les planètes, elle va nous permettre d'avoir une meilleure filtration d'eau dans plusieurs pays, dont le Venezuela et le Soudan. Et puis, les voitures autonomes dont on parle tant, eh bien, les progrès qui ont été réalisés doivent en partie à ce qui a été possible de faire sur les rovers qui ont été déployés pour explorer justement les nouvelles planètes. Reach for the stars. Et tout de suite, c'est Test 24. La start-up française GoTouchVR va nous aider à toucher la réalité virtuelle du doigt. Et on va d'ailleurs continuer à voyager dans l'espace, Guillaume. Oui, on va voyager dans l'espace et il faut saluer en fait l'ambition de ces 4 chercheurs en mécatronique, en haptique, puisque on savait que la réalité virtuelle, là j'ai un casque Oculus Rift entre les mains, nous permettait de voyager avec le son, avec la vue. Ici, on va effectivement ajouter le toucher. En fait, ces chercheurs, ils ont greffé un capteur Leap Motion sur ce casque et en fait, le mouvement de mon visage, il va être observé par ces trackers Oculus, mais également par ce capteur Leap Motion et notamment le mouvement de mes doigts. Alors, je vais tout de suite aller dans l'espace avec vous, Marjorie, en tout cas vous expliquer ce que je vois. C'est-à-dire que là, voilà, c'est assez magnifique. Donc, je vois la Terre assez loin, mais ça, c'était l'expérience habituelle, si je puis dire. Alors là, du coup, vous allez prendre la Terre en main, vous voyez des astéroïdes autour de vous. Ouais, je vois des planètes un tout petit peu. On voit une création là, que je peux essayer de prendre dans les mains. C'est-à-dire, là, j'ai vu que j'ai pu la faire bouger, mais... Ah ben voilà, j'ai pu la prendre entre les mains, mais en fait j'ai des petites pressions qui s'exercent sur mes doigts, donc j'ai vraiment senti quelque chose. Et puis je vais avoir aussi une conscience du danger, parce que là, je ne suis pas très prudent, je me rapproche du feu, et là... Vous n'avez jamais été très prudent, voilà. Cette émission Paravolo d'ailleurs. Voilà, ça Paravolo, c'est vraiment pour tout vous faire ressentir. Mais là, on voit qu'il y a eu un danger, et on voit toutes les ambitions grâce à ce rendu haptique, de rendu touché, qu'on peut avoir notamment en termes de formation professionnelle. On va pouvoir former par exemple des pompiers, on va pouvoir former à des simulations de vol. En tout cas, c'est ce sur quoi travaille cette start-up du Nord avec Fly Inside. Ou envoyer notre extraterrestre préféré dans l'espace, Guillaume Gralet. Merci infiniment, Guillaume. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag TAG24 et peut-être très bientôt dans l'espace.